Antoine Griezmann. 38e minute. 38e minute et Antoine Griezmann qui ne laisse aucune chance. Vous n'êtes probablement pas passé à côté de ce geste effectué par Antoine Griezmann pendant la finale de la Coupe du Monde de football. Une danse en guise de célébration, avec la main qui fait le L de loser pour se moquer des Croates. Ce geste, Griezmann il s'en est fait une spécialité. On peut aussi le voir l'utiliser en finale de l'Europa League avec l'Atlético de Madrid, ou encore là, face à l'Arsenal, ou encore ici, face au Real Madrid. Cette célébration, elle vient pas de nulle part, elle vient du jeu vidéo Fortnite. Et le fait de voir Griezmann l'utiliser aussi souvent, c'est assez révélateur du phénomène qu'est devenu le jeu ces derniers mois. En juin dernier, Epic Games, les développeurs de Fortnite, ils annonçaient avoir eu près de 125 millions de joueurs uniques sur leur titre. Quelques jours avant, ils annonçaient débloquer 100 millions de dollars pour organiser une scène e-sport autour du jeu. Et dans la foulée, la Coupe du Monde de Fortnite a été officialisée pour fin 2019. Sur la plateforme Twitch, il s'agit du jeu le plus streamé devant des titans comme League of Legends ou PUBG. Ninja, le streamer le plus connu au monde, a explosé en partageant ses parties sur le site, devant parfois plus de 800 000 personnes en simultané, notamment la fois où il a pu jouer avec le rappeur Drake. Et c'est dingue, vraiment, Fortnite c'est le jeu du moment, tout le monde en parle, il joue, en discute. Dans les cours de récré comme sur les stades de foot, les joueurs ils s'amusent à refaire les danses. C'est un véritable phénomène culturel à l'échelle mondiale. Et ça semble pas près de s'arrêter, c'est un peu fou. Alors, je vous ferai pas l'affront de vous décrire en profondeur le système de jeu. En gros, Fortnite à la base était un jeu de survie où tu peux construire des bâtiments pour résister à des vagues de zombies. Le jeu était en accès anticipé, c'est-à-dire qu'on pouvait y jouer même s'il n'est pas fini pour faire des retours aux développeurs. Une forme de création participative plutôt à la mode ces derniers temps. Donc, à la base, le jeu avait vraiment rien à voir avec ce que l'on connaît. Le truc c'est que dans l'année 2017, t'as PUBG qui est sorti, j'en ai déjà parlé ici. Mais en gros, PUBG il a explosé pas mal de records, il a eu un succès monstre, il a un peu tout raflé. Sa spécialité c'était le Battle Royale, un mode de jeu inspiré d'un film japonais qui porte le même nom, où 100 personnes sont lâchées sur une île et doivent s'entretuer jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un. Et en plus à la zone de jeu qui est rétrécie au fur et à mesure. Bon PUBG c'était pas le premier à faire ça, mais c'était peut-être le premier à le faire aussi bien. Et face au succès monumental de ce jeu, les petits gars de chez Epic Games, ils ont flairé le filon, et ils se sont dit qu'ils avaient qu'à créer un mode Battle Royale dans leur jeu de survie, histoire de surfer sur la vague. C'est comme ça qu'au début de l'automne 2017 est né Fortnite Battle Royale, un free-to-play littéralement gratuit à jouer, reprenant le principe de PUBG avec les mécaniques de construction du Fortnite de base. Et là, la sauce a pris de folie. PUBG il est éclipsé en quelques mois, et Fortnite il arrive très vite au succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Bon, ça c'est pour la faire courte, mais il faut voir que Fortnite c'est vraiment un jeu incroyable, c'est pas juste une copie cartoon de PUBG du tout. C'est un titre hyper léché, très compétitif, avec une profondeur assez incroyable, et surtout qui est capable de créer des moments de sport assez haletants. Comme par exemple lors de cet événement organisé pendant le salon de l'E3, où les plus grands joueurs de plusieurs pays s'affrontaient sur scène. Et notamment ce moment précis où t'as Ninja qui s'est retrouvé face à Gotaga, le premier streamer français et un des meilleurs joueurs du monde. Je peux vous dire que quand t'as eu Gotaga qui a pris le dessus sur Ninja et qui l'a tué, c'était un grand moment de sport, une fierté pour beaucoup de Français spectateurs. Donc Fortnite c'est vraiment un titre qui permet de créer des émotions super fortes et des moments de jeu assez mémorables, quelque chose que PUBG ne permet peut-être pas dans d'aussi grandes dimensions si on veut. Ce qui démarque beaucoup Fortnite de son homologue PUBG, c'est notamment la profondeur de son système de jeu, c'est-à-dire sa richesse et les possibilités d'action trop cool qu'il offre. Et ça, on le doit beaucoup à la capacité de construire des trucs. Le chercheur liégeois Pierre-Yves Hurel en parlait d'ailleurs très bien dans une interview sur le site La Presse Plus. Fortnite s'inscrit dans un genre vidéoludique déjà lui-même très populaire, le jeu de tir. Il ajoute à cela des mécanismes de construction qui rappellent Minecraft. Ce qui fait la différence dans Fortnite, c'est de savoir construire des murs, des escaliers, etc. de manière à prendre l'avantage sur votre adversaire. C'est un des éléments qui permettent de développer un style de jeu et une créativité personnelle. Et cette créativité personnelle dans les affrontements, elle est hyper importante. Les compilations de combats de construction font des millions de vues sur YouTube et sont vraiment hyper cool à regarder par exemple. Ce sont des espèces de danses qui montent dans les cieux jusqu'à ce que l'un des joueurs prenne le dessus sur l'autre. Il y a quelque chose de la performance sportive spectaculaire à la manière d'une frappe à la Pavard qui finirait en pleine lucarne. Et ces combats sont pleins de tension pour une raison simple qu'explique bien Pierre-Yves Hurel. Quand vous êtes éliminé d'une partie, c'est pour de bon. Vous ne pouvez pas réintégrer la même partie à nouveau. Cet élément ajoute une intensité très forte à chaque instant de jeu, puisque la joueuse ou le joueur sait qu'en cas d'échec, il devra recommencer une nouvelle partie avec de nouvelles personnes. Bon, ça c'est un truc propre au Battle Royale en général, et Fortnite l'a pas inventé, mais ça fait beaucoup, surtout quand tu sais que la moindre chute pendant un combat de construction peut être fatale. Le truc c'est que pour arriver à ce niveau de maîtrise dans les combats, ça demande du temps et de l'entraînement.
Le résultat, c'est aussi une forme de reconnaissance sociale. Quand t'es bon à Fortnite, eh ben t'es un peu la star de la cour de récré, parce que tu sais que tous les autres y jouent aussi. C'est par contre peut-être pas hyper simple parce que ça s'inscrit dans des mécaniques de compétition et de domination assez féroces. Mais ça explique une partie du succès du jeu, et c'est cette profondeur, cette richesse qui lui a permis de conquérir son audience actuelle. Le truc, c'est que c'est peut-être pas tout. Peut-être que Fortnite n'est pas juste un bon jeu. Il y a peut-être une autre vérité un peu moins discutée qui se trame là-dessous. Je te dis la vérité, quand je rentre chez moi, je connecte la PlayStation. En plus, il y a un jeu qui est pas mal, c'est Fortnite. Vous savez pas? C'est le top du top. Jeu phénomène qui affole nos enfants. Ouais, c'est addictif, c'est addictif. On finit premier une fois, on allait finir premier à chaque fois, du coup on continue. Voilà. Ah oui, des top 1 en solo, en duo, en section, bien évidemment. C'est le jeu phénomène des cours de récréation. Let's go. Voilà, je joue à Fortnite toute la journée, je profite du foot, je bois mon maté. 150 millions de joueurs dans le monde. Fortnite est un jeu service. Il s'inscrit dans cette nouvelle tendance du jeu vidéo à proposer des jeux qui n'ont pas une histoire linéaire avec une fin, mais au contraire des jeux sans fin, faits pour s'inscrire dans notre quotidien, des jeux dans lesquels on revient régulièrement, souvent avec tout un écosystème multijoueur, un peu comme les MMORPG à la Dofus par exemple. Le genre de jeu auquel on devient assez facilement accro pour tout dire. Eh bien, le truc c'est que ces jeux, pour pouvoir garder leurs joueurs pendant des durées aussi longues pour pas qu'on se lasse, ils déploient plein de techniques de manipulation de leur audience. Des techniques pas forcément toujours très éthiques, et qui commencent à vachement se répandre dans l'industrie du jeu vidéo. Pour mieux les comprendre ces mécaniques, je suis allé à la rencontre de personnes qui travaillent dans le milieu, et qui s'y connaissent un peu mieux que moi. Comme Cédric Mondamer par exemple, un ergonome qui est passé par Ubisoft pour notamment bosser sur le jeu mobile Ozen, un titre qui utilisait déjà des mécaniques pour garder les joueurs sur le long terme, en s'inscrivant dans leur quotidien un peu à la manière de Fortnite. Donc ce qu'on proposait aux joueurs, c'est de jouer environ 20 minutes par jour, en jouant d'apprendre à faire une respiration abdominale pour lutter contre le stress, et une fois qu'il avait fait ces 20 minutes de respiration abdominale, de revenir le lendemain. Donc on lui proposait en fait d'ancrer ce processus dans son quotidien. Donc on a lancé une bêta test sur le jeu, c'est-à-dire qu'on a donné le capteur, parce que le jeu se joue avec un capteur qu'on met sur le doigt, on a donné le jeu à 200 personnes, donc ces personnes jouaient, et ça envoyait des données, toutes les données de jeu étaient récoltées, donc moi je récoltais ces données-là, je les analysais et je regardais un petit peu la manière dont ils se comportaient dans le jeu, à quel moment on avait le plus de joueurs qui partaient, quelles étaient les activités qu'ils préféraient faire dans le jeu, est-ce qu'il y avait un bon équilibre au niveau des scores, comme c'est une série de mini-jeux, est-ce que cette série de mini-jeux était équilibrée? Ce que décrit ici Cédric, c'est une méthode mise en place dans la conception des jeux qui utilise la data, c'est-à-dire toutes les informations enregistrées par le jeu sur le comportement des joueurs en jeu. Et cette technique d'analyse des datas, c'est aussi quelque chose que fait Fortnite. Il utilise les données des 125 millions de joueurs du titre pour voir où ils se lassent, où ils apprécient le jeu le plus, etc. Et comme ça permet d'ajuster en permanence le système pour l'adapter le plus possible aux joueurs, pour qu'ils n'aient jamais envie de partir parce qu'ils kiffent trop. Et cette volonté de vouloir vraiment accrocher les gens à un jeu pour qu'ils s'inscrivent dans leur quotidien, ça s'appelle la rétention. Et pour mieux comprendre comment c'est mis en place dans Fortnite, je suis aussi allé voir Camille Lescaudron. Alors, je m'appelle Camille Lescaudron. Je suis cofondatrice de Primitive Factory, qui est un studio de développement de jeux et applications mobiles. Et avant ça, j'ai travaillé 4 ans chez Ubisoft, d'abord R&D, et après ça s'est transformé en Ubisoft Paris Mobile. Au niveau des outils de rétention, on va avoir la première chose qu'on remarque et qu'on met en œuvre, c'est que la première session de jeu est celle qui va être la plus importante pour faire en sorte que les joueurs restent dans le jeu. De la même manière, on lui montre ses objectifs, des objectifs. On lui donne des objectifs, on lui dit voilà, à court terme, tu vas devoir faire ça, ce qui va te permettre à moyen terme d'avoir tel objectif et de les remplir, et à long terme, tels objectifs. Donc ça le joueur, il sait tout le temps ce qu'il doit faire, vers quoi il va et ce qu'il va débloquer comme reward à la fin. La replay value, des mécaniques pour faire en sorte qu'il y ait de la rejouabilité. Du coup, ça peut passer par plusieurs choses. Déjà par un contenu riche. Souvent, on a beaucoup de choses dans les jeux maintenant. On a beaucoup de skins à débloquer, des missions à plus savoir qu'en faire, trop même parfois. Mais autre chose, ça va être le procédural, le random. Ça va être faire en sorte qu'à chaque nouvelle partie, il y ait une surprise, il y ait de la nouveauté ou il y ait de la découverte. Le multi. Donc le multi, forcément,
Très basiquement, on se dit qu'on va retrouver ses potes quand on va rejouer, quand on va rejouer, du coup ça nous fait revenir. On sait qu'on va passer un bon moment. Et on met aussi en place des outils pour ça. On va mettre en place des chats, donc ça demande du développement, des systèmes de team, le sharing aussi qui est super important, des tournois, enfin voilà, tout ça, ça va être fait pour créer du social. Tous ces éléments, ils se retrouvent donc dans Fortnite. Tout est mis en place pour garder les joueurs sur le long terme, pour leur donner envie d'y revenir. Et le jeu profite d'un autre avantage, c'est que de base, il est gratuit. En fait, ça permet aussi une autre chose, ça permet de faire rentrer le maximum de personnes sur le jeu. Vu que c'est gratuit, tout le monde peut y aller. Et ensuite, derrière, d'essayer d'attirer les personnes sur du contenu payant. Donc ça permet aussi de viser un plus large public, quelque part. Ça a aussi cet avantage-là. Ce plus large public, une fois qu'il est rentré dans le jeu, le but c'est de le garder dessus le plus longtemps possible, autant pour qu'il s'amuse un max, que pour augmenter les chances qu'il se mette à dépenser de l'argent sur les skins et autres cosmétiques. Si vous voulez, c'est un peu le modèle économique du jeu. Comme il est gratuit, il a besoin d'avoir un max de joueurs, les joueurs les plus à fond possible, pour arriver à finalement dégager un petit peu d'argent. C'est le principe même du free-to-play, gratuit à l'entrée mais qui se débrouille pour te faire payer ensuite. Le truc c'est que Fortnite c'est un mastodonte, et pour arriver à pécho plus de 100 millions de joueurs, pour arriver à débloquer près de 100 millions de dollars pour créer une scène e-sport, faut avoir un jeu qui turbine à donf. Et Epic Games, ils se sont pas contentés du minimum pour leur rétention, non. Ils ont aussi utilisé des techniques un peu plus vénères, qui sont issues des recherches scientifiques en psychologie cognitive, comme notamment ce qu'on appelle le conditionnement opérant. Dans le conditionnement opérant, on va chercher à faire adopter des comportements aux individus. L'exemple plus courant, c'est la boîte de Skinner. Donc Skinner, il a fait tout un tas d'expériences. Il a enfermé des rats dans une boîte. Dans cette boîte, il a mis un levier et en tirant sur le levier, il y a de la nourriture qui tombe. Donc le rat, au début, il fait comme tous les autres rats. Pour chercher de la nourriture, il gratte le sol et il renifle. Et au bout d'un moment, par le jeu du hasard, il va finir par tirer sur le levier, puisque c'est la seule chose qu'il y a à faire dans cette boîte. Et en tirant sur le levier, il s'aperçoit qu'il y a de la nourriture qui tombe. Et donc au bout d'un moment, il va finir par automatiser ce processus. À chaque fois qu'il va tirer sur le levier, il va y avoir de la nourriture qui tombe. Donc c'est quelque chose qu'il va faire de plus en plus souvent. Skinner, dans ce processus-là, il veut aller plus loin. En fait, il s'est rendu compte que s'il mettait de la nourriture systématiquement, donc s'il donnait une récompense au rat systématiquement quand il tirait sur le levier, le rat finissait par s'arrêter de tirer sur le levier quand il avait plus faim. Et Skinner, il veut faire en sorte que le rat tire de manière frénétique sur le levier, qu'il y ait de la nourriture qui tombe ou pas. Et pour ça, en fait, il s'est rendu compte qu'en mettant de l'aléatoire dans le processus, il pouvait faire en sorte que le rat tire de manière frénétique sur le levier. Il peut tirer plus de 100, plus de 500 fois d'affilée sur le levier. Donc en fait, le conditionnement opérant, au début, on va faire adopter des comportements aux individus. Par exemple, dans le cas du rat, on va faire un renforcement positif. On va renforcer le comportement en donnant une récompense, ici de la nourriture. Ça, c'est un renforcement positif. Et une fois que le comportement est adopté par les individus, on va mettre de l'aléatoire dans le processus pour que les personnes restent engagées dans ce processus. Donc là, dans le cas du rat, quand il tire sur le levier, il va pas forcément avoir de la nourriture. Et donc il va finir par tirer sur le levier de manière frénétique. Ça, c'est le conditionnement opérant. Et un bon exemple du conditionnement opérant adapté aux êtres humains, c'est la machine à sous. Dans la machine à sous, le comportement qu'on veut faire adopter aux personnes, c'est qu'ils nous donnent leur argent. Pour qu'ils nous donnent leur argent, on a fait une boîte, qui est la machine à sous de casino, dans laquelle ils pouvaient mettre une pièce et tirer sur un levier. Et de manière aléatoire, ils vont avoir une récompense. Et de manière encore plus aléatoire, donc encore plus rare, ils peuvent toucher le jackpot. Donc dans ce cas-là, l'objectif des personnes, c'est en mettant une pièce, c'est d'avoir le jackpot, c'est la récompense qu'ils veulent. Et pour les garder motivés dans ce processus, on va leur donner des petites récompenses de temps en temps. Donc voilà, on peut bien faire le parallèle entre ce qui a été fait en psychologie cognitive sur les animaux et sur ce qui est fait sur les êtres humains, ce qui n'est pas étonnant parce qu'on est aussi des animaux, donc on a aussi des comportements assez basiques sur certains aspects. Même si ce qu'on va chercher comme récompense, ça peut être autre chose que des besoins primaires. Ça va être de la reconnaissance sociale, donc au travers de l'argent, au travers de choses un peu m'as-tu vu.
Donc ce qu'il faut voir ici, c'est que le conditionnement opérant déployé dans les casinos, c'est un truc contre lequel on est assez impuissant, ça joue sur des inclinaisons animales chez l'humain qu'on contrôle moins bien qu'on voudrait le croire. Et le truc, c'est qu'on retrouve ça chez Fortnite. On peut faire le parallèle avec le conditionnement opérant. On va être dans un processus, on va gagner des récompenses qui vont être distillées sur le court terme et qui vont faire en sorte qu'on reste engagé dans ce processus-là, et des récompenses sur le long terme qui vont être un peu le jackpot qu'on veut obtenir en fait. Et là, voilà que ça soulève pas mal de questions éthiques. Fortnite utilise assez clairement des techniques issues des psychologies cognitives pour maintenir l'intérêt des joueurs éveillés pendant des centaines et des centaines d'heures, limite pour les rendre dépendants en fait, comme le rat de ce cher Skinner. Le problème c'est que, comme dit, c'est un peu le gagne-pain de ce genre de jeu-là. Ils ont besoin de ça pour se rentabiliser parce que de base, ils sont gratuits. Mais du coup, là où on aurait pu croire que le centre du jeu c'était les affrontements chambés qu'on a vu plus tôt, en fait il semblerait que c'est bien plus le loot, cette action frénétique de ramasser des objets au sol pour essayer de trouver les meilleures armes, et bien que ce soit ça qui nous maintienne en fait en excitation permanente, et qui nous donne envie de revenir encore et encore. Le loot, typiquement, c'est du conditionnement opérant. On veut faire adopter un comportement aux joueurs, donc qui va être de ramasser frénétiquement des objets par terre. Et donc pour qu'ils adoptent ce comportement, donc la récompense ça sera l'objet ramassé, mais on va mettre de l'aléatoire. Donc on va faire en sorte qu'il y ait des objets de plus ou moins bonne qualité en fait, pour que les personnes restent engagées dans le processus de ramasser des objets encore et encore. Bon, donc ok, Fortnite en bon free-to-play attire un max de personnes sur son jeu, puis les garde captifs en déployant tout un tas de techniques manipulatrices contre lesquelles on peut pas grand chose. Mais là dans l'idée, ils génèrent pas encore de l'argent, non. Après il faut arriver à monétiser tous ces joueurs, à les faire payer alors qu'en soi ils en ont pas vraiment besoin. Et ça c'est un domaine que Camille connaît un peu. Du coup, au niveau de la monétisation, il y a plusieurs outils qu'on peut mettre en place dans un jeu vidéo. Un des principes très utilisés actuellement, c'est la currency. Plutôt que de faire, que d'utiliser de la vraie monnaie dans le jeu, donc des dollars, des euros, de faire payer les joueurs directement, on va passer par une monnaie alternative, une monnaie virtuelle. Le principe étant de, psychologiquement on va dire, de faire en sorte que le joueur ne pense pas qu'il dépense de l'argent en fait. Il passe par une monnaie intermédiaire qui lui fait un peu oublier entre guillemets qu'il dépense de l'argent, puisque au bout d'un moment forcément il y a un besoin qui est créé au niveau de la currency, on lui en donne pas autant qu'il voudrait, et c'est à ce moment-là qu'on lui propose d'en acheter avec de la vraie argent. On crée du coup beaucoup de contenu, on en parlait pour la rétention, c'était une manière d'avoir aussi de la replay value, mais c'est aussi une manière de toucher plus de personnes en fait, et d'avoir plus de probabilités, donc plus on a de contenu, plus on a de choses, de skins, de choses comme ça à acheter, enfin à vendre, plus on a de probabilités de toucher des gens. Ça permet aussi d'avoir un contenu assez riche en fait, ce genre de jeu, parce qu'on peut faire des événements spéciaux à Noël et tout ça, donc ça fait ramener les gens, ça leur fait dépenser des sous pour les skins et tout ça, pour avoir des skins spéciaux, spécial Noël ou spécial machin. On peut rajouter facilement des maps, on peut rajouter des persos, on peut rajouter vraiment beaucoup de choses à l'infini presque je dirais. Toutes ces astuces-là, qui nous viennent du free-to-play mobile notamment, sont observables dans Fortnite. Les skins pour fêter les Jeux Olympiques d'hiver par exemple, ou pour la Coupe du Monde, ce sont des trucs assez récurrents. Mais le jeu va aussi un peu plus loin. Forcément, comme on est sur du marketing, les outils du marketing ils sont très liés à la psychologie. Ça va être des choses comme par exemple les skins qui se basent sur le fait de vouloir montrer qui on est, de vouloir peut-être se la péter ou quoi. C'est pour ça que on met en place des offres spéciales, des offres qui n'arrivent qu'une fois, et c'est souvent basé sur l'achat impulsif. Donc on va dire oh putain ça c'est trop bien, avec ça je vais bien me démarquer, ou les gens ils vont bien savoir qui je suis grâce à ce super skin gothique, ou enfin voilà, ça va être des choses comme ça. Et Fortnite joue clairement sur l'achat impulsif, par exemple en ne rendant disponible à l'achat que certains skins chaque jour, et du coup pour ceux qui veulent un skin spécifique, ça signifie devoir revenir quotidiennement pour vérifier lesquels sont disponibles à la vente. Et ça crée une urgence, ce skin est dispo aujourd'hui, il ne le sera pas demain, et peut-être plus avant longtemps, donc c'est maintenant ou jamais. Et c'est là où le bas blesse sur la question éthique. Tout le système économique de Fortnite repose sur des manipulations, sur des techniques qui jouent sur les faiblesses psychologiques de l'humain, sur la présence quotidienne et donc malsaine des joueurs sur le jeu. C'est un peu tout ça qu'incarne le principe du Battle Pass, un pass payant qui permet de débloquer des cosmétiques au fur et à mesure des parties, et surtout de les débloquer à un rythme bien plus élevé que ceux qui n'ont pas acheté le pass.
C'est un principe qui vient mélanger des techniques de monétisation et de rétention. Parce que, comme on l'a vu, distiller des récompenses sur le court terme, ça maintient le joueur dans le jeu. C'est ça qui le pousse à jouer énormément. Et c'est aussi notamment parce qu'il a payé qu'il va vouloir rester. Parce que l'idée, c'est de se dire que si t'as payé 10 € pour le Battle Pass, faut que t'arrives à compléter les 100 niveaux pour tout obtenir. Sinon c'est du gâchis, tu perds les récompenses des niveaux que t'as pas atteints, alors qu'au final tu les as quand même payés. Et ces niveaux, en plus, il faut les atteindre dans le temps imparti d'une saison de jeu, qui dure généralement 2 mois. Après tu dois racheter un nouveau Battle Pass pour la nouvelle saison. Donc ça crée une urgence permanente, et ça peut se répéter sur toute la vie du jeu, donc potentiellement pendant des années, ça n'a pas de fin. Géraud en parle d'ailleurs très bien dans une vidéo dédiée sur sa chaîne. Et là on voit bien les questions que soulève ce système, à quel point est-on libre de dépenser ou non autant de temps et d'argent sur Fortnite, à quel point c'est un choix consenti des joueurs et joueuses, ou une manipulation psychologique pas glorieuse de la part de Epic Games. Parce que y a quand même un sentiment qu'une fois que t'es pris dans l'écosystème, c'est très dur d'en sortir, et que c'est pensé pour ça. En fait, on a 3 types de joueurs, en gros. Sur les jeux gratuits, on a ceux qui ne payent pas, on a ceux qui payent un peu, qui sont déjà une très grande minorité de joueurs, et on a ceux qui payent vraiment beaucoup. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les joueurs baleines, qui est un terme qui vient du casino. Les baleines, ce sont les personnes qui mettent des sous dans la machine de manière frénétique. Et dans les free-to-play, donc dans les jeux gratuits, ce sont les personnes qui vont acheter des packs à 99,99 $ ou 99,99 €. Et ce sont ces joueurs-là qu'on va cibler particulièrement parce que c'est une minorité de joueurs qui va rapporter une majorité des revenus. Et donc ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que il y a des porosités entre le joueur qui ne paye pas et le joueur qui paye beaucoup. On peut à un moment de sa vie dans le jeu être un joueur qui ne paye pas, à la suite d'un processus être très engagé dans le jeu, donc très investi en tant que joueur dans le jeu, finir par payer un peu, voire par payer beaucoup. Et comme on l'a vu, Fortnite est très bon à pousser ses joueurs à s'investir à fond dans leur jeu grâce à la rétention. Ils exploitent les failles de la psychologie humaine pour engager le plus possible leurs joueurs pour qu'au final ils soient les plus à même de payer pour des skins. Et Fortnite est tellement fort à ce jeu là qu'il a été révélé que plus de 60% des joueurs ont déjà dépensé de l'argent dessus, ce qui est énormissime pour un free-to-play, où les joueurs payants se réduisent normalement à une toute petite minorité. À ce stade là, il me semble que ça pose question. Il y a 2 facettes à la monétisation. Il y a une facette où il faut effectivement, c'est des moyens qui sont différents en fait d'avant. Pour moi, c'est des outils donc qui peuvent être utilisés de façon evil ou de façon saine. Enfin voilà, c'est vraiment ça dépend ce qu'on veut en faire quoi. Est-ce qu'on veut faire beaucoup d'argent avec ou est-ce qu'on veut juste vivre avec ça quoi. C'est à double tranchant quoi. Comme je dis, c'est comme un couteau, ça peut servir à se nourrir, à manger ou bien ça peut servir à tuer quoi. C'est un peu violent mais mais voilà. Fortnite, c'est un peu un cas d'école du jeu service, comme dit plus tôt. C'est un des plus populaires, pas seulement parce qu'un des meilleurs, mais aussi parce qu'un des plus performants dans les techniques de manipulation psychologique. Mais en bon cas d'école, c'est pas le seul à faire ça. Parce que, en vérité, le jeu service, c'est aujourd'hui la nouvelle tendance dans le jeu vidéo. On en retrouve chez tous les principaux éditeurs de jeux vidéo désormais. Electronic Arts avec ses Star Wars uniquement multijoueurs, Blizzard avec Overwatch, même Rockstar a transformé le multijoueur de GTA V en jeu service. On apprenait aussi que dernièrement Rocksteady, ceux qui font les Batman Arkham, cherchaient à recruter un product manager spécialisé dans les jeux service. Chez Square Enix, le dernier Hitman était aussi un jeu service. Et puis, si on regarde aujourd'hui les jeux les plus streamés sur Twitch, 9 des 10 premiers peuvent être considérés comme des jeux service. Bref, c'est une vision du jeu vidéo qui fait son chemin, et qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les bouches. Et cette tendance, elle est aussi portée fièrement par Ubisoft, presque comme une philosophie nouvelle pour la boîte. En mode, aujourd'hui nos jeux ils vont être conçus comme ça. C'est Alan Core, un des grands pontes de Ubisoft, qui en parlait d'ailleurs très bien dans une interview pour Games Industry, notamment en décrivant le prochain Assassin's Creed, à savoir Odyssey. L'idée avec Odyssey, c'est de créer du nouveau contenu chaque semaine, pour que ça soit une aventure vivante pour les fans. Comme ça, il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, et quelque chose qu'ils peuvent découvrir et apprécier. Nous voulons que cette Odyssée soit vivant, en permanence frais, donc c'est une façon différente de créer des jeux vidéo. Et oui, c'est un service, c'est un produit qui s'apparente à un service. Et je sais pas vous, mais c'est un peu une vision hyper cauchemardesque du jeu vidéo ce truc pour moi. Parce qu'on ne fabrique plus des œuvres mais des services. Et refuser de leur donner une fin à ces services, ça force en plus les développeurs à créer les mécaniques de rétention vues plus tôt. Sinon tu finis trop vite par te lasser. Et du coup on retombe sur les questions éthiques dont on vient de parler. Pour bien comprendre les effets de cette tendance du jeu service fièrement porté par Ubisoft, il n'y a en vérité qu'à comparer le premier Assassin's Creed et le dernier, Origins.
La différence de philosophie dans l'architecture de ces deux jeux, elle est limpide. Là où le premier utilisait son monde ouvert pour te pousser à explorer comme un détective, histoire de planifier un assassinat en comprenant la ville, le contexte, etc., Origins n'a rien à voir. Le monde ouvert se couple à un système de points d'expérience, de quêtes journalières, d'événements qui popent aléatoirement sur la carte, de quêtes secondaires répétitives pour monter de niveau avant de pouvoir faire les quêtes principales, de loot d'armes plus ou moins puissantes exprimées par un code couleur à la manière de Fortnite. Ça n'arrête pas en fait. Perso, après 20 heures de jeu, j'avais tellement peu avancé dans l'histoire principale que j'ai simplement arrêté de jouer parce que je m'étais lassé. Donc le but des jeux, c'est aussi de divertir. Donc qui nous prennent du temps et nous mettent des mécaniques, qui nous manipulent un peu pour essayer de nous divertir, pourquoi pas. Maintenant, je pense que quel que soit le support qu'on construise et qu'on propose aux personnes, on a une responsabilité dans le sens où on va prendre du temps, comme tu le disais, à ces personnes. Et je pense que dans ce processus, faut toujours se demander qu'est-ce que les personnes vont en ressortir de cette expérience. Et donc dans le cas des free-to-play, en fait, on se pose pas vraiment la question, tout ce qu'on veut, c'est leur prendre le plus de temps possible. Ils ne cherchent pas à apprendre quelque chose aux joueurs, on va pas en ressortir en ayant appris des choses ou alors en ayant développé des compétences. Moi, ce qui m'intéresse dans le jeu vidéo, c'est aussi d'avoir un propos, d'avoir des personnes qui vont me tenir un discours qui va me parler. L'émergence du jeu-service et l'immense succès de beaucoup d'entre eux, comme Fortnite, ça pose un souci. Ça vient parasiter nos expériences de jeu. Aujourd'hui, ça devient compliqué de concevoir un jeu où on va pas te mettre du loot, des armes de différentes valeurs, des collectibles dans des maps toujours plus grandes, avec de l'aléatoire, avec des mécaniques de rétention, voire de monétisation. Et on se retrouve du coup de plus en plus avec des jeux longs, très longs, trop longs, qui jouent sur des petits réflexes addictifs sans que ça soit toujours justifié. Et c'est complètement le cas pour Assassin's Creed Origins, comme dit précédemment. Origins qui, même en étant un jeu payant, a aussi repris à son compte les mécaniques du free-to-play, en insérant des achats in-game dans son jeu, avec des skins et autres accessoires qu'on peut acheter avec de l'argent réel, alors qu'on a déjà payé son jeu 70 €. Et là, ouais, ça commence à faire beaucoup. Si même les jeux payants se mettent à utiliser les techniques qu'on retrouve dans Fortnite pour la rétention et la monétisation, c'est une drôle de direction pour le jeu vidéo. À la fin de l'année dernière, on avait découvert que l'éditeur Activision venait de déposer un brevet pour son jeu Call of Duty. Call of Duty, c'est un jeu payant avec un mode multijoueur assez classique. Et ben, dans le brevet déposé, on découvrait que les concepteurs du jeu avaient fait des recherches pour pousser les joueurs à dépenser de l'argent dans des armes ou des skins, comme par exemple en faisant tomber les joueurs sans skin face à des joueurs avec plein d'accessoires payants dans les parties, pour susciter le désir d'achat de ces joueurs débutants. Il y avait aussi des outils pour les développeurs permettant de voir quel type de combattant était un joueur, genre plutôt sniper ou bourrin à fusil à pompe, pour lui mettre de la pub pour des armes qui lui correspondent dans les menus. Ou encore on a découvert que, après l'achat d'une arme cool, le joueur en question se retrouvait généralement dans une carte à l'architecture adaptée à son arme, pour qu'il se sente satisfait de son achat. Ces révélations n'ont pas vraiment plu aux joueurs et joueuses, mais l'éditeur s'est vite défendu en déclarant que c'est juste un brevet et on l'a jamais mis dans notre jeu. Ouais, pas ouf comme excuse, on est d'accord. Mais en tout cas voilà, les créateurs de jeux financent des recherches pour développer ce genre de mécanique aujourd'hui. Et du coup ça pose question, est-ce que c'est une bonne direction pour les joueurs et joueuses de jeux vidéo? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire avoir? Ces outils-là, on les connaissait déjà. Donc les bornes d'arcade ou les casinos, on paye avec une currency aussi, qui n'est pas directement de l'argent. C'était par contre réservé plutôt aux bornes d'arcade et tout ça, donc dans des salles spéciales. Là où les jeux de salon étaient plus des jeux payants, les jeux étaient complets, hop, on les payait, puis le joueur était libre d'y aller à son rythme, de débloquer tout ce qu'il voulait sans repayer derrière. Là où aujourd'hui, on peut trouver des jeux payants et en plus des mécaniques qui vont continuer à le faire payer derrière, comme des DLC, des skins, les lootbox, tout ça quoi. Et du coup, la création du jeu ne se fait plus de la même façon. Là où avant c'était, on se concentrait sur vraiment le gameplay, l'histoire, tout ça, on rajoute une couche qui est la monétisation, qui doit se penser en amont, qui se pense vraiment à toutes les étapes du jeu en fait. Finalement, aujourd'hui, la fin d'un jeu vidéo avec le jeu-service, c'est le moment où tu te lasses du jeu auquel tu joues. C'est plus le moment où les scénaristes l'ont décidé avec une fin trop cool et qui t'apprend plein de trucs ou je ne sais pas quoi. Non, aujourd'hui c'est vraiment la lassitude qui signe l'arrêt d'un jeu, parce qu'ils sont trop longs. Et c'est hyper triste, imaginez que vos séries Netflix n'aient jamais de fin, et qu'on finisse chaque fois par les arrêter parce que ça devient chiant. Je pense qu'on aurait du mal à s'en satisfaire.
Et à l'heure où l'OMS commence à s'inquiéter des comportements addictifs face aux jeux vidéo, cette tendance à jouer sur les mêmes réflexes cognitifs que les casinos dans la conception des jeux vidéo, à ne plus vouloir fabriquer des expériences finies, eh ben ça pose question. Et moi, face à ce constat, j'étais encore plein de questions, plein de colère presque. L'industrie du jeu vidéo se développe aujourd'hui de telle manière à essayer de prendre le plus de temps possible aux joueurs. Et à ce moment-là de mes recherches, je voyais bien que ça posait question, mais sans vraiment arriver à mettre les mots dessus, je sais pas si vous voyez. Enfin bref, du coup j'ai décidé d'aller voir Thomas. Non, pas moi, l'autre. Moi je m'appelle Thomas Planck, actuellement je suis directeur créatif à Sorbonne Université où on travaille sur un portail de jeux éducatifs pour les étudiants. Précédemment j'avais travaillé dans l'industrie du jeu vidéo plus classique, sur Remember Me, sur RPG Game of Thrones, sur des jeux comme ça, plutôt action-aventure. Puis en parallèle j'enseigne dans un certain nombre d'écoles de jeux vidéo en tant que game designer. C'est souvent des jeux, alors que ce soit Fortnite ou League of Legends ou d'autres jeux comme ça, hein, qui marchent très bien. Le fait qu'ils soient conçus pour être très addictifs, et aujourd'hui, dans le jeu vidéo, il y a vraiment une espèce de dogme, entre grosses guillemets, qui dit qu'un bon jeu doit être addictif, doit être prenant, les gens doivent avoir envie d'y revenir. Mais si on pense comme ça, peut-être qu'on manque le fait de prendre en compte, est-ce que ce que je transmets à mes joueurs vaut finalement le temps que je leur demande de passer sur mon jeu. Si mon jeu finalement ne leur transmet pas beaucoup ne les élève pas beaucoup, on pourrait dire, ne leur transmet pas beaucoup d'enseignements, ne les fait pas vraiment grandir, est-ce que ça vaut le coup que je leur demande de passer des centaines ou des milliers d'heures sur le jeu? Est-ce que ça va être bon, un peu au sens large pour l'humanité, que je demande à des quantités énormes de gens de passer un temps énorme sur les choses qui vont pas en faire des personnes meilleures? Probablement qu'à long terme, ça n'a pas un très bon impact finalement sur l'ensemble des joueurs et sur la société de laquelle ils font partie. Et là, on touche pour moi le cœur du sujet. La tendance du jeu-service et le succès ahurissant de Fortnite, ça pose une question précise. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Qu'est-ce qu'on devrait faire de notre temps? Du coup, Fortnite, donc c'est un jeu qui effectivement est très divertissant, comme tous les jeux compétitifs qui sont un peu dans la même ligne, mais qui effectivement est vraiment fait pour que, avec des mécaniques de rétention, on y passe un temps vraiment très important, de l'ordre de centaines d'heures, voire de milliers d'heures. Et ça, je pense que ça peut être un petit peu problématique, dans le sens où, certes, c'est très divertissant, mais est-ce que ça va apporter beaucoup de choses aux joueurs, surtout sur un temps aussi énorme? Peut-être que, toi, t'en as très bien parlé justement dans ta vidéo sur l'effondrement. Dans un monde qui est soumis à des contraintes qui sont absolument énormes, peut-être que juste divertir les gens n'est pas suffisant et qu'il faut penser au-delà de simplement est-ce qu'on les amuse ou pas. Et quand on pose cette question, on a souvent un contre-argument qui vient très facilement de oui mais on peut pas tout le temps être en réflexion, on peut pas tout le temps faire des choses très compliquées. Et ce qui me semble, ce avec quoi je suis pas tout à fait d'accord dans cet argument, c'est qu'il tendrait à opposer le divertissement et la réflexion. Alors qu'en réalité, il y a plein d'œuvres, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le cinéma, partout, qui allient justement ces divertissements et cette réflexion, et qui du coup font que le temps qu'on passe dans le jeu, en fait, quelque part nous fait grandir. On ne sait pas que amuser, on sait aussi amuser, mais on a aussi acquis diverses réflexions, un esprit critique, des émotions, etc., etc. Je sais pas, on pourrait... Alors évidemment, en jeu vidéo, il y a récemment, il y avait des jeux qui ont fait beaucoup de bruit, comme Papers, Please ou The Histoire of Mine, mais qui étaient quand même des choses assez sombres, on va pas se mentir. Mais dans la pop culture, on a typiquement Miyazaki, les studios Ghibli, qui font des films qui peuvent beaucoup faire réfléchir, qui sont porteurs de critiques sociales aussi, mais tout en ayant un univers qui est très attrayant. Et là, on arrive à un autre point important, je crois. Ces jeux-services qui nous prennent des heures et des heures ne nous font pas forcément ressortir très grandis de tout ce temps qu'on leur a consacré. Et c'est quelque chose qu'on doit questionner à mon avis. Il ne faut pas avoir peur de poser cette question. Perdons-nous notre temps en jouant autant à ces jeux vidéo-là? Est-ce qu'au bout de quelques dizaines d'heures de jeu, le temps investi ne devient pas trop important par rapport à ce qu'on y apprend sur le monde? Jouer 10-20 heures à PUBG sur quelques mois, c'est cool, ça fait du bien, ça détend. Mais au bout de 200-300 heures passées dessus, presque contre notre libre arbitre comme on l'a vu, est-ce que ça pose pas question? Et on a un autre contre-argument qui sort assez souvent, qui dit que oui, mais en même temps, il faut bien divertir les gens parce que ils sont fatigués en rentrant chez eux et du coup, ils ont juste envie de se défouler. These days, reality is a bummer. Everyone's looking for a way to escape. And that's why Halliday, that's why he was such a hero to us. He gave us a place to go. A place called the Oasis.
Mais si on tire un peu le fil de cet argument, je pense qu'on voit qu'il a un gros problème, c'est que ça fait de nous, en tant que développeurs de jeux vidéo, des alliés objectifs du capitalisme, dans le sens où on est dans un monde où les systèmes économiques en place font qu'on est extrêmement contraint, qu'on subit beaucoup d'obligations de travailler dans les conditions de travail qui sont pas toujours terribles, etc., etc., et que finalement, si les jeux ne font que soulager les gens des problèmes structurels qu'ils subissent, du coup, ils sont peut-être soulagés sur le moment, mais donc ils vont pas remettre en question la source même de ces problèmes. Et donc finalement, c'est un peu le truc classique du pain et des jeux. On participe en tant que développeur de jeux à leur donner de quoi supporter l'oppression dont ils sont victimes à court terme, sans participer à les aider justement au contraire à prendre conscience de ces problèmes et à s'organiser pour les résoudre. Et là, on touche un point intéressant. Là, j'ai commencé à comprendre ce qui me dérangeait. Sans aller dire que les jeux comme Fortnite sont une forme d'opium du peuple, on peut, je pense, questionner le rôle qu'ils jouent dans un monde aux rapports de domination aussi violents. Parce que les jeux-services, par leur tendance à tout diluer dans la durée, par leur tendance à nous prendre autant de temps sans rien avoir à dire, est-ce qu'ils ne deviennent pas une perte de temps ? Et c'est une vraie question, ça, celle du discours que tiennent les jeux auxquels on joue, et leur capacité à nous élever en tant qu'humains. Et l'idée là, c'est pas de dire aux joueurs et joueuses de mieux choisir leur jeu et d'arrêter de s'abrutir sur Fortnite, non, pas du tout. L'idée c'est de dire que les jeux qui n'ont pas grand chose à dire, s'ils peuvent exister, leur domination dans l'industrie, elle pose question. Leur capacité à nous occuper pendant des milliers d'heures, elle pose question. Et le fait qu'autant de gens jouent à des jeux si longtemps, des jeux qui nous aident si peu à nous émanciper comme Fortnite, ça mérite d'être discuté je crois. Qu'on laisse se fabriquer partout chez tous les éditeurs des jeux-services, c'est à questionner. Et je pense que du coup, il nous faut comprendre les systèmes qui favorisent l'émergence de ces jeux, peut-être les remettre un peu en question. Parce qu'ils ne viennent pas de nulle part, pas du tout. Les jeux-services et leur écosystème pernicieux, tout ça s'inscrit dans un contexte plus global, dans une économie capitaliste changeante. Une économie qu'on appelle aujourd'hui économie de l'attention. Alors d'habitude on parle d'économie de l'attention au regard des réseaux sociaux plutôt, mais c'est là je crois que le parallèle est intéressant. Fortnite utilise en réalité à peu de choses près des mécaniques assez similaires à celles de Facebook ou Twitter, ou en tout cas une logique similaire, utiliser la psychologie cognitive pour rendre les usagers dépendants de leurs services. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une économie de l'attention, la vraie valeur c'est justement l'attention et le temps des gens. Sur internet, nous saturons tellement d'informations, d'articles, de vidéos YouTube, tout ça gratuitement, que la ressource rare, c'est ton intérêt. Et donc le but, c'est de te pousser à cliquer à tout prix, parce que si tu cliques, tu vois la pub et tu rapportes de l'argent. C'est pour ça que les vidéos au titre et à la miniature aguicheuse sont légion sur YouTube. Il y a trop de vidéos qui sortent pour qu'on puisse toutes les voir, alors il faut tout faire pour que tu sois intéressé. C'est aussi pour ça que le watch time est aujourd'hui une donnée primordiale pour la plateforme. Et l'idée là, c'est plus du tout de rendre service à l'usager, ou d'œuvrer pour son bien-être, mais juste de lui faire passer un max de temps sur les services, le plus possible, quoi qu'il en coûte. Twitter et Facebook marchent au coup de dopamine en t'affichant des jolies notifications rouges. Le geste pour actualiser ton fil d'actu, c'est le même que pour la poignée de la machine à sous. Et à chaque fois, un résultat aléatoire. Bim, on est en plein dans le conditionnement opérant. Et comme vous vous en doutez, c'est hyper toxique comme façon d'agir. Les réseaux sociaux comme Fortnite sont pensés pour que vous soyez accro littéralement. C'est un choix de design qui repose sur la logique d'une économie qui fonctionne au clic, au temps passé, à la publicité, à l'engagement, bref, une économie de l'attention. Aujourd'hui, des anciens employés de Google, Facebook ou Twitter qui ont quitté ces entreprises, on en voit pas mal qui viennent critiquer justement ces façons de faire. Ils se sont barrés notamment parce que c'était plus possible pour eux de participer à l'addiction de millions et millions de personnes. L'un des pionniers de ce mouvement, c'est Tristan Harris, un ancien de chez Google qui a lancé Time Well Spent, littéralement le temps bien dépensé. When we talk about technology, we tend to talk about it as this blue sky opportunity. It could go any direction. And I want to get serious for a moment and tell you why it's going in a very specific direction. Because it's not evolving randomly. There's a hidden goal driving the direction of all of the technology we make. And that goal is the race for our attention. Because every news site, TED, elections, politicians, games, even meditation apps have to compete for one thing, which is our attention. And there's only so much of it. And the best way to get people's attention is to know how someone's mind works. And there's a whole bunch of persuasive techniques that I learned in college at a lab called the Persuasive Technology Lab to get people's attention. A simple example is YouTube. YouTube wants to maximize how much time you spend. And so what do? They autoplay the next video. And let's say that works really well. They're getting a little bit more of people's time.
Well, if you're Netflix, you look at that and say, well, that's shrinking my market share, so I'm going to autoplay the next episode. But then if you're Facebook, you say, well, no, that's shrinking all of my market share, so now I have to autoplay all the videos in the newsfeed before waiting for you to click play. So the internet is not evolving at random. The reason it feels like it's sucking us in the way it is because of this race for attention. We know where this is going. Technology is not neutral. And it becomes this race to the bottom of the brainstem of who can go lower to get it. Cette espèce de comeback en mode mea culpa un peu lanceur d'alerte, on l'observe de plus en plus. On commence à se rendre compte que tous ces choix de design pris à une époque, ils ont transformé notre rapport à la technologie. Avant, elle était là pour nous aider, et maintenant, quelque part, elle nous a servi un peu. C'est nous qui la servons. Il y a quelque temps, c'était même un des anciens présidents de Facebook, Sean Parker, qui était aussi venu faire amende honorable face aux pratiques qu'il a participé à créer. Et si vous voyez pas qui c'est Sean Parker, c'est le mec joué par Justin Timberlake dans The Social Network. You know, if the thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them, to really understand it, that thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you, you know, more likes and comments. I mean, it's a social validation feedback loop that it's like it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. And I think that the inventors, creators, you know, and it's me, it's Mark, it's Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people, understood this consciously, and we did it anyway. La direction que prend le jeu vidéo, d'Ubisoft à Fortnite, on le voit du coup, elle est pas innocente. Elle s'inscrit là-dedans, dans cette économie de l'attention, un sujet qu'a d'ailleurs très bien traité Stupid Economics il y a peu. Et si on n'en parle pas trop dans le jeu vidéo encore de tout ça, il y a une prise de conscience progressive de ces questions chez les réseaux sociaux. On le voit avec Instagram qui maintenant nous prévient quand on a fini notre timeline. Mais en vérité ça reste encore si peu, c'est terrible, parce que dans le même temps, l'arrivée des stories par exemple, qui disparaissent au bout de 24 heures, elle nous pousse à venir tous les jours sur l'appli, pour être sûr de ne rien rater. Donc on n'est pas sorti encore de ces questions. Finalement, si on regarde bien, on se rend compte que les réseaux sociaux sont en fait complètement des free-to-play, et que les jeux vidéo sont de plus en plus pensés comme des réseaux sociaux. Et c'est pas pour rien si Facebook fourmille de jeux gratuits pour ses utilisateurs par exemple, c'est lié. Et on voit que tout ça nous rend malheureux, on est nombreux à se plaindre, à avoir du mal à déconnecter. Parce que le but aujourd'hui, ça n'est plus de créer des technologies pour nous rendre heureux, et pour nous faciliter la vie, non. Dans une économie capitaliste, le but c'est de faire de l'argent. Et le bonheur des usagers, ici, il ne fait pas l'argent par défaut. Ce qui fait l'argent, c'est la monétisation de votre dépendance, de votre addiction. Et d'ailleurs, moi je me suis battu avec Twitter pour finir cette vidéo, parce que je procrastinais de ouf. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui on peut voir cette logique pénétrer le jeu vidéo, et participer à créer des hits monumentaux comme Fortnite. La tendance du jeu-service, on l'a compris, elle ne vient pas de nulle part. Fortnite, il a conquis ses joueurs et joueuses en utilisant des techniques de design qu'on retrouve désormais partout, de Facebook à Twitter en passant par Candy Crush. Tous ces écosystèmes, ils sont pensés pour manipuler les cerveaux des utilisateurs et des joueurs à des fins mercantiles. Et certes, le fait est qu'en soi, Fortnite, il est super cool comme jeu. Mais cette coolitude, elle est au service d'une logique finalement super toxique. Une logique qui vient même à l'encontre de l'idée qu'on se faisait d'Internet et de sa fabuleuse décentralisation à l'époque de sa création. C'est James Williams, un ancien de chez Google, qui en parle d'ailleurs très bien. But I think another factor that makes this so urgent to look at is because this power to shape people's attention, to persuade people toward one end or another, is increasingly centralized in the hands of just a few people, a few companies in one state, in one country. And it's a weird irony that the whole point of the internet was that it was decentralized in its infrastructure, but then in the platforms that have emerged on it have been so centralized. So literally there are people who would probably fit in this room who have their hands on levers that could control the attentional habits of like over 2 billion people on planet Earth. Like that's really striking to me. Je pense que si je vous le demandais là, vous seriez nombreux à me dire que vous passez trop de temps sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter. De la même façon, je pense que vous seriez nombreux et nombreuses à me répondre que vous jouez trop à Call of Duty, à Fortnite, à Dofus ou à World of Warcraft. Peut-être même que maintenant vous évitez ces jeux, parce que vous savez le temps qu'ils vont vous prendre.
Eh bien, ça n'est pas innocent. Ces attitudes, générées par ces jeux, elles ont été pensées en amont, souvent dans la même logique pour les réseaux sociaux et pour les jeux vidéo. Elles ont été prévues et pensées par les créateurs des jeux, par les créateurs des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je crois qu'on est en droit de se demander si cette démarche, elle est saine pour nos sociétés, notamment quand elle devient aussi dominante. Dernièrement, dans une interview parue dans le magazine de jeux vidéo japonais Famitsu, c'est carrément Hideki Kono, le créateur de Mario Kart, qui disait lui-même penser que les jeux vidéo sur console devraient, à partir de maintenant, posséder des mécaniques de rétention et d'engagement à la manière des smartphones. Est-ce qu'on est censé accepter ça sans broncher ? La question de ce qu'on demande de nos technologies, l'impact qu'on veut qu'elles aient sur nos vies, elle est importante. Sont-elles là pour nous servir ou sont-elles là pour le profit de quelques-uns ? Et le truc que je voulais montrer avec cette vidéo, c'est qu'en vérité, cette question, elle se pose autant avec les réseaux sociaux qu'avec les jeux vidéo aujourd'hui. Et c'est chelou quand on y pense. Bon, après le problème, c'est quoi faire face à ça ? Renverser le capitalisme ? Ouais, pourquoi pas. On pourrait comme ça choisir ce qu'on produit ensemble et ne plus dépendre du bon vouloir d'un patron, c'est sûr. Mais sinon, là, tout de suite, compliqué, hein ? Du coup, par rapport au succès de Fortnite et d'autres jeux comme ça, est-ce que c'est des choses qu'il faudrait réguler ? Parce que ces chantiers sont tellement pas du tout en construction, en réflexion aujourd'hui, qu'on en a vraiment même pas des embryons. J'ai l'impression que, comme toujours, mettre un peu tout le monde autour de la table, et des associations de joueurs, et des représentants de développeurs de jeux, et des représentants gouvernementaux, pour voir ensemble quel type de régulation pourrait être créé, et puis aussi quel type de communication, de conscientisation des joueurs par rapport à la valeur de leur temps de jeu. Aujourd'hui, on voit beaucoup les critiques faites envers tout ce qui est lootbox, par exemple, où on voit bien qu'on essaie de nous piquer de l'argent, ok, donc ça c'est identifiable et les joueurs critiquent ça très fortement. Mais je pense que c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. La vraie problématique, c'est plutôt justement ces jeux qui, de manière tout à fait joyeuse et consentante de notre part, nous amènent à dépenser des centaines, des milliers d'heures, un peu dans le vide, quoi, juste dans du divertissement qui nous rend pas meilleurs en tant qu'être humain. Je pense que c'est plutôt ça le fond du problème. Et donc, il y aurait évidemment une prise de conscience des développeurs de peut-être plus respecter leurs joueurs, mais ça va aussi évidemment vers des choses qui vont au-delà, vers tout ça, c'est aussi causé par des systèmes économiques qui sont dans la compétition, dans devoir gagner de l'argent absolument, quels que soient les moyens. Donc évidemment, on remonte toujours à la source du problème, c'est toujours notre système économique. En tout cas, il y aurait du travail à mener, probablement aussi, y compris dans les écoles en fait, de faire réfléchir les gens en fait sur l'usage qu'ils ont de leurs médias en fait. L'éducation aux médias, faire réfléchir le public sur sa consommation, c'est des choses qui, à mon avis, seraient une voie très intéressante. C'est difficile aujourd'hui d'apporter des réponses toutes faites à ces problématiques qui, on l'a vu, dépassent le jeu vidéo en vérité. Il faudrait penser notre média et notre rapport à la technologie assez différemment. Interroger les acteurs de sa transformation, que ce soit Ubisoft, Epic Games, etc. Certes, le jeu vidéo reste un petit milieu dans l'immensité de la problématique, mais il y a des choses à faire tout de même. En tant qu'enseignant dans des écoles de jeux, ce que j'essaie de dire à mes étudiants, en tout cas ce que j'aurais à dire aux développeurs en général, ce serait que vraiment de garder en tête cette notion de aujourd'hui on a une responsabilité qui est très forte. Là encore, on est dans un monde qui est quand même relativement au bord du gouffre, donc en prenant conscience de ça, réfléchir plus loin que juste divertir les gens. Et pour ça, prendre conscience qu'avoir un propos à transmettre, déjà ça prend du temps, il faut aussi se construire en tant que créateur. Et du coup, à partir de là, trouver le juste équilibre par rapport au public qu'on essaie de cibler, entre eux, sur quel point on essaie de le faire réfléchir et comment on arrive quand même à rendre ça divertissant. Après, chacun trouve sa voie, mais de prendre en charge en fait cette problématique, ne pas l'évacuer en se disant on fait des jeux, c'est automatiquement cool, circuler, il n'y a rien à voir. Non, prendre conscience de sa responsabilité en tant que créateur, créatrice, et agir en fonction, donc ce qui veut dire se renseigner sur le monde qui nous entoure, trouver des sujets qui nous semblent avoir du sens, et les transmettre de la manière la plus ludique, la plus attrayante possible, et ce qui d'ailleurs est à mon avis un challenge créatif, et nous qui sommes justement les créateurs, créatrices, c'est quelque chose qui devrait pouvoir nous parler, qui est un challenge créatif beaucoup plus difficile quelque part, et donc beaucoup plus prenant que simplement faire des trucs de divertissement, et donc ça peut nous amener à encore beaucoup plus loin dans notre métier finalement. On ne sait pas trop à quoi ressembleront les jeux de demain, à quel point ils créeront la hype autour de concepts nouveaux, de mondes toujours plus fantastiques. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'aujourd'hui, le jeu vidéo ne s'inspire pas forcément de ce qui se fait de mieux en termes de design. Utiliser les psychologies cognitives pour créer de meilleures expériences de jeu est une super idée en soi. Faire des jeux simplement divertissants qui nous permettent de nous évader, c'est cool aussi. Mais voir ces formes de jeu dominer le marché,
fabriquer des jeux-services addictifs sans s'interroger sur leur cohérence, sur le rôle social qu'ils vont remplir, sur ce qu'on demande et apprend aux joueurs, sur le temps et l'argent qu'on leur prend, ça soulève tout un tas de questions. Des questions sur le libre arbitre, sur notre asservissement face à la technologie, sur ce qu'on fait de notre temps, sur qui contrôle notre attention. Des questions qui, on l'a vu, sont déjà très présentes dans le monde des réseaux sociaux. De Sean Parker en passant par Tristan Harris, les mastodontes d'internet ont entamé leur autocritique. Reste peut-être encore aux jeux vidéo, à faire attention, à là où il veut nous emmener. Merci de votre très précieux temps si vous avez regardé la vidéo jusque là, et si c'est pas le cas, félicitations, vous venez d'arriver à la partie la moins intéressante du documentaire. Je tenais aussi à remercier tous les gens qui donnent de l'argent sur Tipeee, grâce à qui ce genre de vidéos peuvent exister aujourd'hui sur la chaîne. Si jamais vous voulez prolonger la discussion et le débat autour de la thématique qui est explorée dans ce documentaire, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque Louise Michel le jeudi 25 octobre de 19h30 à 22h30. C'est l'association Game Impact, du coup, avec qui je suis en contact, qui va organiser une conférence autour du thème jeux vidéo et psychologie cognitive, donc exactement ce dont on parle dans ce documentaire. En plus, il y aura du coup les 3 intervenants qu'on a pu y voir, donc il y aura Camille, il y aura Cédric et il y aura aussi Thomas qui seront là pour du coup parler de ce thème dans une conférence à la bibliothèque Louise Michel à Paris. Donc désolé, c'est vraiment que pour les gens qui habitent à Paris, et pour les autres, je peux pas faire grand chose de plus. Moi j'y serai aussi, je serai dans le public, mais on pourra échanger après si vous voulez autour d'un verre ou quoi, y a pas de souci, je serai là. Donc n'hésitez pas à vous ramener. En plus, l'événement est entièrement gratuit, il faut juste passer par l'event Facebook et par Eventbrite pour se prendre une entrée, mais il y a vraiment rien à payer. Voilà, du coup peut-être au plaisir de vous voir le 25 octobre, et puis sinon, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là. À la prochaine.